Merci de nous rejoindre aux 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition d'information. Des nouvelles unités intégrées dans la liste de la paye des fonctionnaires de l'État vont toucher leur salaire pour la première fois en ce mois d'octobre. Cet exercice va retarder la paye légèrement, alerte le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liao appelle à l'apaisement. Bientôt la promulgation de la loi de finances 2024, son auteur, 40 milliards de francs congolais. Le projet a été adopté par un vote de 350 députés nationaux hier à l'Assemblée nationale. Samalou Kondé à Bruxelles, la République démocratique du Congo participe au Forum Global Gateway 2023. Le Premier ministre congolais déploie une mission de mobilisation du secteur privé européen pour accélérer les transitions numériques et autres en RDC. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 40 milliards de francs congolais, le projet de loi de finances exercice 2024 présenté en équilibre et en dépenses a été adopté à la Chambre basse du Parlement. Le texte a été renvoyé au Sénat pour examen en seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Reportage de Sylvie Moembo. Augmentation sensible dans les prévisions des dépenses de 2024 à hauteur de 700 000 milliards de francs congolais qui représentent 860% s'explique par les arriérés de la subvention pétrolière que le gouvernement entend apurer en 2024. Cette présentation du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a permis à la représentation nationale de déclarer recevable et d'approuver les conclusions du rapport de la Commission ECOFIN sur le projet de loi des finances exercice 2024. Toutes les dispositions des articles de la loi sous examen ainsi que les exposés des motifs ont été adoptés in globo. Ce projet de loi des finances de l'exercice 2024 a été présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 milliards de francs congolais. Sur 351 députés nationaux présents dans la salle, 350 ont voté oui pour le projet de loi des finances exercice 2024. Le texte est renvoyé à la Chambre haute du Parlement pour un examen en seconde lecture. Par motion d'information, le député national Sundu a tenu à informer l'Assemblée plénière du climat d'insécurité qui persiste dans une partie de la province du Congo central, précisément dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Dans la nuit du samedi 21 à dimanche 22 octobre 2023, un opérateur économique a été victime de balles par calibre 12. Il est en train de lutter entre la vie et la mort dans une formation médicale de la place. Et comme si cela ne suffisait pas, il devient de plus en plus dangereux de prendre la nationale numéro 1 la nuit tombée. Les coupeurs de route opérant essentiellement entre Matadi et Kinshasa sont signalés à ce jour de l'autre rive du fleuve Congo entre Matadi et Boma. Le Premier ministre en mission de mobilisation du secteur privé européen pour l'accélération des transitions numériques, énergétiques et écologiques en RDC, Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné d'un groupe de ses ministres, participe aux travaux du Forum Global Gateway 2023, reportage de Janine Kalenga. Forum Global Gateway à Bruxelles. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge prend part à ces assises au nom de la République démocratique du Congo pour mobiliser le secteur privé européen afin d'accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques en République démocratique du Congo. C'est tard dans la nuit que le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalou Kondé Kenge est arrivé à la tête d'une importante délégation de membres du gouvernement, notamment les ministres des Mines, de l'énergie, des transports, voies des communications et des enclavements, de l'industrie et celui des hydrocarbures.
La ministre des Mines, Samba Kalambaye, explique l'importance de la présence de la République démocratique du Congo à cette rencontre. Lancée fin 2021, la stratégie européenne Global Gateway est une initiative de la Commission européenne lancée sous présidence française de l'Union européenne. Son objectif est de contribuer au développement de pays partenaires de l'Union européenne, en priorité sur le continent africain, à travers la mobilisation du secteur privé pour accélérer les transitions numériques, énergétiques et écologiques dans les pays émergents et en voie de développement. La stratégie Global Gateway prévoit de mobiliser 300 milliards d'euros d'ici 2027 pour soutenir le financement d'infrastructures soutenables et de qualité. Comme annoncé lors du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022, l'Afrique bénéficiera de la moitié des financements engagés, soit 150 milliards d'euros. Organisé par la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, le Forum Gateway se tient les 25 et 26 octobre à Bruxelles, en Belgique. Jean-Luc Mélenchon, au Musée national de la RDC, le leader de la France insoumise a été captivé par la richesse de la culture congolaise. On fait le point dans ce reportage signé Pierre Kibambeso-Moïsa. En séjour à Kinshasa, la délégation de parlementaires français, conduite par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était ce mercredi 25 octobre au Musée national du Congo, où elle s'est imprégnée de l'histoire de la République démocratique du Congo, des origines de l'humanité à l'histoire contemporaine, et ce, sous les explications du directeur général adjoint de l'Institut des musées nationaux du Congo, Simon Siala Siala, et du directeur du musée national à Kinshasa, Henri Bonjoko. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, des fossiles ont été aussi découverts au Congo, précisément au Katanga, au Congo central et au Kasaï. Dans la vitrine de la préhistoire, la délégation a vu la première pierre taillée produite il y a 2000 ans. L'on a aussi visité l'exposition des masques, lances, haches, symbole du pouvoir des royaumes et empires anciens. Au musée national, les expositions concernent aussi la période précoloniale avec l'arrivée du portugais Diego Cao et l'instauration de la traite des Noirs du 15e au 19e siècle. Vint ensuite le roi Léopold des Belges qui créa l'État indépendant du Congo avant qu'elle n'intervienne la période du Congo belge après le partage de l'Afrique en 1885 à la conférence internationale de Berlin. Enfin, Jean-Luc Mélenchon et sa délégation ont suivi le tracé de l'histoire de la RDC de 1960 à 2018 à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Ils ont découvert plusieurs autres expositions du Musée national du Congo. Et ici, nous avons une véritable merveille, parce que nous voyons d'abord l'extraordinaire. Rappelez-vous que nous sommes des Occidentaux prétentieux, comme tous les Occidentaux et les Européens. Et nous découvrons la puissance, la profondeur de la créativité humaine qui passe par des formes qui n'existent pas dans nos régions et dont nous ressentons immédiatement l'émotion. Parce que c'est beau, parce que ça nous parle. Alors peut-être que ça nous interprétons, mais ça nous parle. Et c'est extraordinaire de voir ça. De même, nous voyons une foule d'objets techniques qui manifestent une certaine qualité technique compte tenu des problèmes qu'avaient à régler les gens. Et nous voyons qu'ils sont faits dans des matériaux périssables. Et par conséquent, nous ne nous étonnons pas que la trace ait la plupart du temps disparu. Mais nous avons la certitude que les sociétés d'avant l'écriture, ou privées d'écriture, parce que les temps se chevauchent, ont été en même temps capables d'être des sociétés extrêmement développées techniquement. Très édifiée, la délégation des parlementaires français a quitté le site après avoir signé tour à tour dans les livres d'or du Musée national du Congo.
À Luanda, les auditions de débat général sur la situation des pays en conflit. Ces auditions ont démarré à la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. La RDC, par le biais du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable André Mbata, a éclairé les membres de la Commission des droits de l'homme sur le processus électoral en cours. Envoyé spécial Berndaï Chisense. Deuxième jour des travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire, ouvert par le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, les organes statutaires de l'Union interparlementaire, les commissions permanentes, les comités des droits de l'homme, des parlementaires et les comités sur les questions relatives au Moyen-Orient se sont réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'Angola. Les débats généraux étaient axés sur le thème central, l'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions efficaces. La question sur les conflits au Moyen-Orient a chauffé le débat ce mardi 24 octobre 2023. L'Assemblée n'a pas réussi à adopter le 2 points d'urgence sur les conflits au Moyen-Orient, car n'ayant pas obtenu le 2/3 de voix. À la Commission des droits de l'homme, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a éclairé les membres de cette commission sur certaines questions d'intérêt national, notamment sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. J'ai expliqué que dans notre pays, le processus est irréversiblement en marche, que nous aurons bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Et cela pour la première fois, avec le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons donc respecter le délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation des élections. Pendant ce temps, la campagne pour la présidence de l'Union interparlementaire bat son plein et les élections sont prévues pour ce vendredi 27 octobre 2023 à la clôture des travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. Et puis cet extrait de rôle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle appellera à son audience publique de ce vendredi 27 octobre 2023 à 11h les affaires ci-après. Chambre unique, RC 001 PR, M. Mpoi Kamulai Lumbala, RC 002 PR, M. Ngila Enoch, RC 003, M. Chivoadi Masanga Junior, M. Moïse Katumbi, RC 004 PR, M. Montou Lonsi, RC 005, M. Mvunzu Makumba François, RC 006, Mme Bilé Batali Joël, RC 007, M. Bonioma Iselenge Benjamin, RC 008, M. Sekimonyo Moutabazi, RC 009, M. Kikuni Massoudi 7, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, RC 010 bar PR, Dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, RC 011 PR, M. Tchani, Mwadianvita Noël, M. Katumbi Chapwe Moïse et RC 012 PR, M. Kibunga Essoubé Christophe. C'est signé le greffe en chef François Aounja, secrétaire général. Dernière incursion de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo a exprimé la condamnation de cette violation des accords. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a expliqué cette position du gouvernement congolais au cours d'un échange qu'il a eu avec l'ambassadeur des Pays-Bas à Kinshasa, Nicole Seseploka. Le Royaume des Pays-Bas plaide en faveur d'une solution diplomatique à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Reçu ce mardi 24 octobre 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Angèle Samoura, a été informée de l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire caractérisée par la dernière incursion de l'armée rwandaise à travers le M23. C'était une visite de courtoisie, mais aussi pour m'informer sur la situation de sécurité à l'Est. On a eu une conversation très franche et très informative
et j'ai bien apprécié l'entretien avec le ministre. Il nous a informés sur les préoccupations de l'attaque rwandaise et on a discuté un petit peu la réaction internationale sur le sujet. On a insisté sur une solution diplomatique, mais on a aussi informé le ministre qu'on comprend que c'est une situation très très complexe sur tous les volets. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas salue les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement d'une paix durable dans sa partie est. Les travaux ont été clôturés aujourd'hui. Kinshasa a abrité hier les travaux de l'atelier sur la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, travaux tenus au Collège de hautes études de la stratégie de défense. Reportage de Joël Kayembe et Tony Djouma. C'est une rencontre capitale qui va permettre de faire bouger les lignes en matière de la sécurité nationale en RDC. Ce séminaire de 2 jours sur la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba a ouvert ses portes au Collège des hautes études des stratégies et de défense. Autour de la table, toutes les parties prenantes ont chacune une place pour évaluer cet acte juridique signé il y a 10 ans. Cette réunion va faire une évaluation fouillée en profondeur, sans doute pour renforcer et même pour amender, parce que somme toute l'accord cadre nous paraît assez déséquilibré. Pour le nouveau coordonnateur du PDDRCS, il est temps de revoir les clauses de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un premier pas vers la paix. Il avait promis de donner la paix aux gens qui vivent sous les violences à l'est du pays. Et il a voulu commencer d'abord par lancer un nouveau programme, mais cette fois-ci un programme communautaire. Parce qu'avant, il y avait cette tendance où on négociait avec des groupes armés et puis après, c'était pour les faire entrer dans l'armée. Vous voyez que ça affaiblissait notre armée avec ce vocabulaire brassicole que je n'aime pas beaucoup, mixage, malaxage, brassage et tout ça. Il a voulu en finir avec cela et faire un nouveau programme. Au cours de cet atelier, il sera également question d'ouvrir la porte à d'autres garants demandeurs, notamment la CEAC et l'EAC. Je l'ai dit au sommaire, la paye d'octobre va connaître un léger retard. La raison est que le fichier de la paye intègre des nouvelles unités qui vont toucher pour la première fois leur salaire. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a réuni autour de cette question l'intersyndicale, mais aussi les responsables de la direction de la paye. Reportage de Nadine Kilocho, Moke Maluma, Cédric Keninambo. Quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le président Haï du comité de suivi de la paie des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paie des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paie de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Les ajustements qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux des banques syndicales et le gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paie. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, ok, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paye pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paye pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans des bonnes conditions malgré le petit retard enregistré. La CENI veut réussir le pari de déployer ses équipements, mais aussi ses équipes à travers toute la République. Pour gagner ce pari, justement, une série de formations a été lancée. Voici les détails dans ce reportage signé Tétis Samba et Jiresto Funge.
La Commission électorale nationale indépendante s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 de grand format de type catamaran et 19 Wally solides et fiables pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. C'est dans ce cadre que son président, Denis Kadima Kazadi, a lancé ce mercredi 25 octobre 2023 la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Je vous invite à vous appliquer en vue d'acquérir toutes les instructions prévues dans le programme de cette formation. Sachez que les bateaux mis à votre disposition sont exclusivement destinés au seul transport de matériel et éventuellement du personnel opérationnel de la CENI. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moïndou a présenté les objectifs de cette formation de 2 jours qui sera plus pratique que théorique, dont les bénéficiaires sont des capitaines et des matelots. Par ailleurs, le questeur adjoint Sylvie Birimbano a relevé que la CENI devra acheminer le matériel à partir de 4 hubs principaux jusqu'aux 250 sites de formation pour approvisionner près de 7549 centres locaux de compilation des résultats dans le respect des prescrits du calendrier électoral. Auparavant, le secrétaire exécutif national Totomabik Totokani a clairement noté que depuis quelques mois, la CENI a lancé des grandes manœuvres logistiques pour le déploiement de différents matériels. C'est dans ce cadre qu'elle possède dans son patrimoine du matériel roulant et flottant qui lui facilite l'opération de distribution du matériel électoral vers ses 179 antennes. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. La question du réchauffement climatique, beaucoup plus liée à la juste rétribution à la RDC proportionnelle à sa contribution à la résolution de cette question cruciale, était au centre des échanges qu'a eu l'envoyé spécial du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat avec l'envoyé spécial adjoint du président des États-Unis d'Amérique sur le climat. En prévision de la COP28 à Dubaï sur le changement climatique, des rencontres se tiennent au Palais de la Nation. L'envoyé spécial du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo, a eu des entretiens avec des personnalités impliquées dans la recherche des solutions durables basées sur la nature pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec la délégation française conduite par Madame Sylvie Lemaitre, ambassadrice de l'environnement de la France, les échanges ont tourné autour de la restructuration du marché carbone, la vente des crédits carbone au niveau international et la protection de certaines zones. Une façon de soutenir l'ambition de la RDC qui consiste d'une part à augmenter l'ensemble des zones qui seraient protégées, dont par exemple les tourbières, mais aussi à faire en sorte qu'à travers la vente de crédits carbone, le Congo, la République démocratique du Congo, puisse bénéficier financièrement des efforts qui seraient faits en matière de conservation. La même question relative à la problématique des restructurations du marché carbone a été évoquée au cours de l'entretien que l'envoyé spécial du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat a eu avec Madame Chantal Marie Nissenet, chef d'unité pour l'environnement en partenariat international avec l'Union européenne. Il a été aussi question au cours de cette entrevue de souligner la nécessité de rentabiliser les efforts de la RDC dans la préservation des forêts, des tourbières et la contribution du pays à la stabilisation du climat mondial, améliorant les conditions de vie des populations. Et puis ce prix de l'excellence attribué à Patrick Mouyaya Katembwe, le ministre de la Communication et Médias, a été primé par Bomoko Unity comme étant un modèle pour la jeunesse. Gaëtan Magalan. Ministre dynamique, inventif et ingénieux, Patrick Mouyaya a su accomplir plusieurs réalisations palpables, faisant de lui le bon élève du gouvernement Samalou Kondé. Organisation des états généraux de la communication et médias, modernisation de la télévision nationale, coordination de son secteur lors de l'arrivée du pape François en RDC, innovation avec le briefing presse. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, à travers le changement de narratif, su donner
le temps d'une jeunesse qui fait bouger le ligne. C'est une manière pour nous de vous encourager encore d'aller plus, de faire encore plus. C'est dans ces cadres que le trophée Bomoko Unite a immortalisé dans la mémoire collective le passage remarquable d'une valeureuse personnalité aux ambitions effrénées et d'un modèle de la jeunesse. Qu'il est à la tête du ministère, il y a eu des touches qui ont redoré l'image de la République et les actions du gouvernement. Il essaie d'éclairer. Et pour nous, Bomoko Unity, on a dit que c'est dans notre esprit, Bomoko Unity, qu'on avait l'obligation de le congratuler pour qu'il puisse faire encore plus dans l'avenir. Notons que le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier citoyen congolais à recevoir le trophée Bomoko Unite en 2019 à Abuja, lorsque il avait sous sa délégation les jeunes entrepreneurs du pays dans le cadre de la fondation Tony Elomé. Ensuite, d'autres autorités avaient également bénéficié de ces prix. La catastrophe des ressources aurifères en RDC, les enjeux de la canalisation des lors, de l'exploitation, voici quelques thèmes évoqués hier au cours de la toute première journée nationale des lors. Les sociétés aurifères ont pris l'engagement d'améliorer leur contribution à l'impact social des populations. Mireille Ndekesi Louvondi. Tous les acteurs de l'écosystème aurifère en RDC ont pris part à ces assises pour réfléchir autour du thème « L'or, pilier structurant du développement en RDC ». Toutes les questions liées à ce minerai ont été abordées au cours de cette journée. Les comités d'organisation de Wolo, avec l'appui de la Chambre de mines, ont gagné les paris d'organiser ce forum de haut niveau, une première en RDC et une réponse à la vision du chef de l'État qui tient à l'assainissement du climat des affaires. J'adresse mes remerciements appuyés à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour le parrainage qu'il a daigné accorder à cet événement, mais aussi pour le climat des affaires qu'il a initié, qui a permis la tenue de ces assises. La Chambre de mines, à travers sa coordinatrice Bernadette Poundou, a témoigné sa reconnaissance à tous les acteurs du secteur pour leur participation. Votre présence qui nous honore témoigne de l'intérêt que vous portez au secteur minier, le plus grand contributeur du budget de l'État et le pied de l'économie de notre pays en général et à celui de l'or en particulier. Réel moment de partage d'expérience dans l'exploitation de l'or parmi les intervenants. Kibali. Nous avons utilisé l'exemple de Kibali, qui est donc ce type de mines qui peuvent justement répondre à ce genre de questions en investissant même dans le tourisme avec des rhinocéros. Bref, pour utiliser donc l'or. De thèmes aussi variés et riches ont été abordés par des panélistes, parmi lesquels les enjeux de la canalisation de l'or issu de l'exploitation artisanale. 24 octobre 2023, Paris gagné pour cette première édition, les organisateurs ont émis le vœu de rendre pérenne cette date comme grande messe de l'or en RDC. En réponse à l'annonce faite par l'IGF le 23 octobre 2023 au sujet du projet de construction de la route RN Mbujima et Kananga sur la question du paiement anticipé, Samcret rejette les allégations qu'elle contient et dispose en ce sens de toutes les informations et preuves basées sur les faits et le droit confirmant l'inexactitude des éléments allégués. L'entreprise Samcret constate par ailleurs que cette annonce publiée a été faite avant même d'avoir eu l'opportunité de répondre préalablement aux reproches formulés par l'IGF et en l'absence des preuves. Une telle initiative de l'IGF que Samcret se refuse de croire partisane et dirigée porte gravement atteinte à la réputation de l'entreprise et reflète l'absence d'évaluation juste et objective de la part de l'IGF. Sans compter que l'IGF a ainsi confirmé publiquement violer les termes et conditions de paiement convenus dans le cadre de l'accord de projet. Dans ce contexte, Samcret présentera les informations et preuves factuelles de l'inexactitude de ces allégations par les voies légales appropriées et en accord avec les faits et la loi et le contrat. Nonobstant ce qui précède, Samcret confirme son engagement total
dans le projet selon les termes du contrat signé avec le FPI. Enfin, Samcred se réserve le droit de demander la réparation de tous les dommages causés par ces fausses allégations et l'indemnisation des préjudices matériels, moraux, financiers et réputationnels découlant de cette déclaration contraire aux faits et en violation du contrat de projet exécuté. Mission économique de la RDC au Brésil sous la coupe de l'ANAPI. 33 syndicats patronaux et 300 grandes entreprises ont eu des moments d'échange d'expérience avec les investisseurs congolais. Reportage de Patrick Michel Moukouy et Richard Collet. Capitale et plus grande ville de l'État brésilien de Goiás, Goiânia constitue la seconde étape de la mission économique congolaise au Brésil. L'équipe conduite par Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a tenu une séance d'échange d'expérience avec deux grandes fédérations du commerce, de l'agriculture et l'élevage de l'État de Goiás. Réunion à laquelle s'est associé le secrétariat à l'agriculture. Ces fédérations font le pont entre 33 syndicats patronaux et 300 grandes entreprises qui représentent 70% du PIB national du Brésil. Des chiffres repris dans la présentation de Marco Martins, vice-président de la FECO Mercure. La même attention a été accordée à la brève présentation du directeur général de l'ANAPI et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Brésil, qui, outre les politiques du gouvernement en faveur des investissements directs étrangers, ont lancé le bal des discussions entre entrepreneurs dans l'optique de créer un cadre d'échange pour les investissements futurs. Il est très bien impressionné, surtout par la diversité des opportunités qu'il y a, qui sont été présentées et qu'il y a beaucoup de synergies entre l'État de Goiás et le Congo. Et surtout, les domaines de l'agriculture, il y a beaucoup d'espace pour approfondir la relation, mais aussi l'échange de technologies. Bien avant d'entamer ces discussions, le DG de l'ANAPI et son collègue de l'ASES ont été reçus par le préfet de Goiânia, qui n'a pas caché son intérêt de capitaliser cette mission pour créer des liens directs avec les villes congolaises. Politique, la Ligue des femmes des Républicains sur le terrain, cette formation politique créée par l'ancien président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, sensibilise les femmes au soutien, aux actions du chef de l'État. Cette formation politique affûte les armes pour les échéances électorales. Femmes et élections, femmes et gouvernance, les Républicains se lancent dans une sensibilisation accrue pour une prise de conscience. Les districts de la Funa a été choisi par la Ligue de femmes des Républicains du patriarche Léon Kengo-Adondo sous la présidence de son héritière politique Marie-Claire Kengo pour redynamiser les activités. Au-delà de l'appel au soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la coordonnatrice du district de la Funa, Deita Kapum Tsel Ompes, a procédé à l'installation d'un nouveau comité de la Ligue de femmes de ces districts. Nous sommes venus ici pour sensibiliser les femmes, les mamans, pour que nous soyons toutes alignées derrière la vision et le programme de notre chef de l'État. Que nous puissions l'accompagner dans son programme, dans la vision qu'il a pour le changement intégral de notre pays. Ensemble avec les mamans, comme il nous a donné cette opportunité de nous présenter à 50% à ces élections, et nous sommes venus sensibiliser les mamans afin que nous puissions être éveillés pour prendre part massive à ces élections. Après l'étape de la Funa, les autres districts attendent fiévreusement le même message pour se mettre en ordre de bataille. On termine par le Nord Kivu. Norbert Basengezi, un des grands notables du Grand Kivu, sensibilise pour la paix au Nord Kivu et l'intégrité du territoire. À l'étape de Goma, il a lancé un appel à l'unité, mais aussi aux contributions pour soutenir la FRDC et les réservistes. À l'aéroport de Goma, l'autorité morale de cette formation politique de l'Union sacrée de la Nation reçoit au pied de l'avion Enake digne de son rang par des candidats, cadres, militants et sympathisants de la NCE sous des pas de danse, agrémentés par des chants. L'homme à la simplicité sans mesure marche à pied accompagné des hommes, femmes et jeunes habillés aux couleurs de la NCE et d'autres partis politiques de l'Union sacrée de la Nation de l'aéroport de Goma jusqu'au stade Afia.
Peine à craquer, l'autorité morale de la NCE, Norbert Bassengezi Katitima, rend hommage aux forces armées de la RDC et prêche la paix et l'unité entre les habitants de cette province. Le président national du Milapro souhaite voir Bunagana libéré grâce à l'implication de la population. Je vous apporte un message de paix. Mettons-nous ensemble pour libérer notre pays envahi. Que vous soyez, avec 1000, 2000 francs et n'importe quel autre montant, mettons ça au profit de l'effort de guerre pour soutenir nos FARDC et autres réserves. Profitant de cette occasion, l'autorité morale de la NCE présente les différents candidats de son parti politique à la population de Goma et invite les habitants du Nord Kivu à soutenir ces candidats et le chef de l'État. Je vous prie également de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la prochaine présidentielle. L'autorité morale de la NCE prévoit une série d'activités en province du Nord Kivu, dont des rencontres avec les candidats à tous les niveaux, de visites ainsi que des actions de développement suivant le projet de société de la NCE. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h Anita Loamboa. Demain 20h, Sandra Nyangitabo.